Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Il arrive donc, ce semble, que les choses autres que l'un, mises en communication avec l'un, reçoivent en elles quelque chose de différent qui leur donne des limites à l'égard les unes des autres, tandis que leur nature propre les fait par elle-même illimitées. Aristote, c'est évident. Parménide. Ainsi, les choses autres que l'un et comme tous et comme partie sont illimitées et participent à la limite. Aristote, c'est certain. Ne sont-elles pas aussi semblables et dissemblables et les unes aux autres et à elles-mêmes? Comment donc? En tant, je pense qu'elles sont toutes illimitées par leur nature, elles ont de ce fait le même caractère, assurément. Et en tant qu'elles participent toutes à la limite, de ce fait encore, elles ont toutes le même caractère, naturellement. Et en tant qu'elles se trouvent être à la fois limitées et limitées, elles sont affectées par là d'affections qui sont contraires l'une à l'autre. Oui. Or, les contraires sont aussi dissemblables que possibles, sans doute. Donc, en vertu de l'une et l'autre affection, elles sont semblables à elles-mêmes et les unes aux autres, et en vertu des deux, elles sont à la fois tout ce qu'il y a de plus contraire et de plus dissemblable. C'est bien possible. Donc les autres choses sont à la fois semblables et dissemblables à elles-mêmes et les unes aux autres. Oui. Ainsi donc, les choses autres que l'un sont identiques à elles-mêmes et différentes les unes des autres, en mouvement et en repos, et comme nous avons déjà prouvé tout cela, nous verrons facilement qu'elles sont sujettes à toutes les affections contraires. C'est juste. Ces questions étant éclaircies, nous pouvons les laisser, et reprenant l'hypothèse que l'un existe, examiner s'il y a pour les choses autres que l'un des conséquences différentes, ou s'il n'y a que celles que nous avons vues. Oui, examinons. Reprenons donc l'hypothèse que l'un existe, et disons ce qui doit en résulter pour les autres, pour les choses autres que l'un. Disons. Eh bien, l'un n'est-il pas à part des autres choses et les autres à part de l'un? Pourquoi donc? C'est que, j'imagine, il n'y a point en dehors d'eux de tiers qui soit autre, que l'un n'est l'autre que les autres choses, car on a tout dit quand on a dit l'un et les autres. On a tout dit en effet. Il n'existe donc en dehors d'eux rien en quoi l'un et les autres pourraient se trouver ensemble. Non, en effet. L'un et les autres choses ne sont donc jamais dans la même chose. Il semble bien que non. Ils sont donc séparés? Oui. D'autre part, nous affirmons que ce qui est véritablement un n'a pas de partie. Comment en effet le pourrait-il? À ce compte, l'un ne saurait être dans les autres choses, ni tout entier ni par partie, s'il est séparé des autres choses et n'a pas de partie. Comment en effet le pourrait-il? Les autres choses ne seraient donc en aucune façon participées de l'un, puisqu'elles n'en participent ni en aucune partie ni en tout. Il semble que non. Les autres choses ne sont donc jamais rien d'un, et n'ont rien d'un en elles. Non, assurément. Les autres choses ne sont donc pas non plus multiples, car si elles étaient multiples, chacune d'elles en tant que partie du tout serait un, tandis qu'en réalité les choses autres que l'un ne sont ni un ni multiples, ni tous ni parties, puisqu'elles n'ont part à l'un en aucune manière. C'est juste. Les autres choses que l'un ne sont donc elles-mêmes ni deux ni trois, ni ne contiennent ni deux ni trois, puisqu'elles sont entièrement privées de l'un. C'est exact. Ces autres choses ne sont donc pas non plus elles-mêmes semblables ni dissemblables à l'un. Et il n'y a en elles ni ressemblance ni dissemblance, car si elles étaient elles-mêmes semblables et dissemblables, ou avaient en elles de la ressemblance et de la dissemblance, on pourrait dire que les choses autres que l'un auraient en elles deux formes contraires l'une à l'autre. C'est évident. Mais il est impossible, nous l'avons vu, que ce qui ne participe de rien participe de deux choses. Impossible. Les autres choses ne sont donc ni semblables ni dissemblables, ni l'un et l'autre à la fois. Car si elles étaient semblables ou dissemblables, elles participeraient à l'une des deux formes,
et si elles étaient l'un et l'autre, elles participeraient des deux formes contraires. Or cela, nous l'avons trouvé impossible. C'est vrai. Elles ne sont donc ni identiques ni différentes, ni en mouvement ni en repos. Elles ne naissent ni ne périssent, elles ne sont ni plus grandes ni plus petites ni égales, et n'ont aucun autre caractère de cette sorte. Car si les autres choses étaient susceptibles de quelque caractère de cette sorte, elles participeraient de l'un, du deux, du trois, de l'impair et du pair, dont, nous l'avons vu, il est impossible qu'elles participent, puisqu'elles sont entièrement privées de l'un. C'est parfaitement vrai. Ainsi donc, si l'un est, il est tout, et il n'est pas même un relativement à lui-même, et relativement aux autres, aux choses aussi. C'est parfaitement exact. Voilà qui est entendu. Maintenant, si l'un n'existe pas, n'avons-nous pas à examiner les conséquences qui doivent en résulter? Il faut les examiner. Qu'est-ce donc que cette hypothèse, si l'un n'existe pas, diffère-t-elle en quelque chose de celle-ci, si le non-un n'est pas? Oui, elle en diffère. En diffère-t-elle seulement où ces deux expressions, si le non-un n'est pas et si l'un n'est pas, ne sont-elles pas absolument contraires? Elles le sont absolument. Et quand on dit si la grandeur n'est pas ou si la petitesse n'est pas, ou quelque autre chose de ce genre, n'est-il pas manifeste qu'on parle chaque fois de la chose qui n'existe pas comme d'une chose différente? C'est manifeste. Et dans le cas présent, n'est-il pas clair qu'on parle de ce qui n'est pas comme d'une chose différente des autres lorsqu'on dit si l'un n'est pas, et ne savons-nous pas ce qu'on entend par là? Nous le savons. On entend d'abord que c'est une chose qui peut être connue puis différente des autres quand on nomme l'un en lui ajoutant soit l'être, soit le non-être. Car en disant qu'une chose n'est pas, on ne connaît pas moins ce qu'elle est et qu'elle est différente des autres. N'est-ce pas vrai? Nécessairement. Remontons donc au commencement et disons ce qui doit s'en suivre, si l'un n'existe pas. Il faut d'abord lui reconnaître cette propriété, semble-t-il, qu'il est objet de science. Autrement, on ne sait même pas ce qu'on dit quand on dit si l'un n'existe pas. C'est vrai. Et que les autres choses sont différentes de lui, sans quoi l'on ne pourrait pas dire que lui-même est différent des autres. Certainement. Il faut donc lui attribuer la différence outre la science, car ce n'est pas de la différence des autres qu'on parle quand on dit que l'un est différent des autres, mais de la sienne propre. Apparemment. En outre, l'un qui n'est pas participe du celui-là, du quelque chose, du celui-ci, du à celui-ci, du ceci, et de tous les déterminants analogues. Car on ne saurait parler de l'un ni des choses autres que l'un, il n'y aurait rien à celui-là. Ni de celui-là, on ne pourrait pas dire qu'il est quelque chose s'il ne participait pas du quelque chose, ni de toutes les autres choses que je viens de mentionner. C'est juste.